Merci beaucoup Laurie pour ton accueil. Merci Anouk pour l'organisation. Et je pense qu'on peut toutes et toutes dire cette bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shechianu vekiemanu vegianu lazman hazeh. Qui aurait cru que voilà, aujourd'hui, Baruch Hashem, le 26, on retrouve Ran qui rentre à la maison pour avoir une sépulture digne de ce nom. Et que Baruch Hashem, c'est la première fois en 12 ans qu'il n'y a plus d'otages à Gaza. Donc, et c'est la paracha de l'ouverture de la mer Rouge. Et en plus de ça, aujourd'hui, on est déjà Yom Shlishi. Et c'est connu que donc, c'est le mardi de la paracha de Béchalar, donc la paracha de l'ouverture de la mer Rouge. C'est un jour extrêmement spécial. Et je n'avais pas prévu de parler de ça aujourd'hui, mais il y a quand même un détail très important au cours de l'ouverture de la mer Rouge. C'est que, en fait, c'est grâce au fait que Moshe a voulu enterrer Yosef, qu'il a pris les ossements pour pouvoir lui donner une sépulture digne de ce nom en Israël. C'est par ce mérite-là que la mer s'est ouverte. Alors voilà, vraiment on se dit que par le mérite de nos Chayalim, de Tsahal, qui ont fait, je sais même pas, tout ce qu'on peut imaginer, ce qu'ils ont fait depuis 2 ans et demi pour ramener nos otages à la maison, qu'ils soient vivants ou non, et bien par ce mérite-là, on va pouvoir, comme dans notre paracha, franchir l'infranchissable. Voilà, c'est le titre de ce cours, c'est franchir l'infranchissable. Et il faut savoir que, voilà, s'il y en a une d'entre vous qui me dit j'ai du mal à franchir le pas, alors cette paracha est pour elle. D'accord? Et je crois qu'on a tout un domaine dans lequel on a du mal à franchir le pas. Donc, on va apprendre les leçons extraordinaires de l'ouverture de la mer Rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre paracha? Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de monde, Dieu merci. J'ai vraiment besoin de silence. Alors, donc, on a dans notre paracha les Bnei Israël Béchalach qui ont été renvoyés d'Égypte. Et ils avancent. Ça fait 6 jours qu'ils marchent. Ils doivent être particulièrement exténués de marcher depuis 6 jours. Il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes, des enfants, on imagine des poussettes, des porte-bébés. C'est un peuple entier qui migre en direction de... Ils ne savent pas. En vérité, ils vont vers un lieu absolument incertain. Et au bout de 6 jours de marche, alors qu'ils sont assez exténués, et qu'ils ont très peu de provisions dans leur sac. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait avant de partir? Des matzot. Mais bon, elles avaient 18 minutes pour préparer des semaines d'expédition. Et donc, elles ont mis des matzot, du pain, de la farine et de l'eau au four, et ils sont partis avec des galettes. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, ils se retrouvent face à la mer Rouge. Une mer absolument hostile. Et qu'est-ce qu'ils entendent derrière eux? Ils entendent les chevaux des Égyptiens qui accourent à leur trousse pour leur faire la guerre. Maintenant, il faut comprendre que l'armée égyptienne à l'époque, c'est genre Tzal, genre insurmontable, genre face à eux, t'as aucune chance. Donc imaginez-vous la très mauvaise synchronisation où ils sont là, ils sont face à la mer, ils savent pas comment ils vont franchir. Derrière eux, pile à ce moment-là, ils se rendent compte qu'en fait, Pharaon ne les a pas du tout oubliés et qu'il a envoyé la meilleure armée du monde à leur trousse. À droite, les bêtes sauvages, à gauche, les montagnes rocheuses. Mais ils vont où en fait? Ils sont encerclés de toutes parts. D'accord? Alors, on va voir que effectivement, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'un d'entre eux va se jeter dans la mer. Il ne sait pas où il va. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut franchir l'infranchissable. Cet homme s'appelle Narshom ben Aminadav. Et il va y aller. Et au début, il va y aller comme nous, on va dans la natation. Hein. Vraiment, il n'y a rien qui change. Il rentre, et puis il y a l'eau qui monte jusqu'à lui, puis il avance et il marche et il essaye de nager. Il y a l'eau qui lui monte jusqu'au nez, jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à respirer. Et là, paf, la mer s'est ouverte en 12.
Et vous allez voir qu'en fait, franchir l'infranchissable, ouvrir la mer, fendre les obstacles, ça n'est qu'une question de mental. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas lui au final qui a ouvert la mer, c'est Dieu. Ah, mais c'est ça qu'on va voir. C'est que sans le bon mental, Dieu n'aurait pas pu ouvrir la mer devant eux. D'accord? Donc, j'aimerais, dans ce cours, qu'on reprenne les bonnes croyances. Parce qu'il faut les bonnes croyances pour pouvoir avancer. Et avant de parler de Emouna avec un grand E, de la croyance spirituelle, il faut d'abord revenir aux bases, c'est-à-dire quelles sont les croyances que j'ai sur moi-même, de quoi je suis capable, quelles sont les croyances que j'ai sur la vie, quelles sont les croyances que j'ai sur ce que je veux, parce que tant qu'on n'a pas assaini ces croyances-là, eh bien, on ne peut pas encore atteindre la vraie croyance. D'accord? Alors, c'est quoi? Dans quelle situation ils se retrouvent? Les Égyptiens qui sont à leur trousse, c'est le passé qui les rattrape. La mer hostile, c'est quoi? C'est ils anticipent la noyade. Si j'avance, je vais me noyer. Eh bien, ça, c'est toutes les situations de la vie où on a à la fois traumatisme et appréhension. C'est quoi les traumatismes? Attends, écoute, après le divorce de mes parents, c'est très compliqué pour moi de m'engager. Ou alors après mon divorce, c'est très difficile pour moi de me remarier. Ça, c'est un rapport au passé qui fait que je suis bloquée, je ne peux pas aller de l'avant. En même temps, j'appréhende. J'appréhende quoi? J'appréhende la noyade. Peut-être que là, je vais aller en rendez-vous, on m'a dit qu'il y a un garçon qui est peut-être bien pour moi, mais peut-être que je vais rencontrer encore une fois un Mr Bean. Peut-être que je vais rencontrer un bras cassé, peut-être que je vais rencontrer ça. Et donc, appréhension. D'accord? Et comme traumatisme engendre appréhension, on est dans un cycle infernal où on fait quoi? On fait du sur place. Or, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est avancer. Bravo. Donc, c'est ça ce qu'on va voir, c'est que quand on a l'impression que tout est bloqué, eh bien, avec la force du mental, on peut débloquer les choses. Et tout, mais alors absolument tout est une question de mental. On l'a vu avec les événements d'aujourd'hui, on le voit depuis 2 ans et demi, et c'est la paracha qui nous le montre. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils arrivent devant la mer, on a les meilleures leçons de coaching au monde. Meilleures leçons de coaching au monde. Premièrement, il y a un groupe qui dit, donc ça c'est le Midrash Mechilta qui nous le dit, il y a un groupe qui dit « Oh, les gars, on est en galère !» Ouais, on est d'accord, ils sont en galère. Oui, jusque-là vous me suivez. Donc, ils se retournent, « Ouh, on est en galère !» Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est en galère? Qu'est-ce qu'on a appris depuis toujours en tant que juifs? On prie. Les gars, mincha. Allez tous, on va prier, on va demander à Hachem qui nous sorte de cette galère. Que va leur répondre Dieu? Mais quelque chose d'absolument invraisemblable. Ve atem tacharishun. Alors vous, taisez-vous. Attends, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Dieu leur dit non, c'est pas le moment de prier. Et là, tu dis attends, j'ai pas compris. Si à ce moment-là, quand ils sont dans la galère la plus inextricable, c'est pas le moment de prier, bah alors c'est quand le moment de prier? Je vous pose la question. C'est quand? Donc, ils sont face à un problème et ils prient. C'est logique, non? Même nous, on a appris ça depuis toujours. Tu es face à une galère, tu pries. Et le Zohar vient et répond ça, dit « En fait, ça ne sert à rien qu'ils prient parce que Hachem ne peut pas les sauver, car Hachem ne peut pas sauver quelqu'un qui n'y croit pas. » Ça veut dire tu peux prier du matin jusqu'au soir, faire tous les télim du monde. Si toi-même tu n'y crois pas, ça ne servira à rien. Il leur dit arrêtez de prier parce que ça ne sert à rien. Vous n'avez pas le bon mental, vous n'y croyez pas. Et puisque vous-même vous n'y croyez pas, je ne peux pas vous sortir de là. Ça veut dire, quand on dit c'est mort, tu empêches Hachem de te sauver. C'est genre juste énorme. Ce ve'atem tacharishun, mais je sais pas comment, il faut l'accrocher sur le frigo. Tu dis mais waouh,
Avant que j'aille faire ma tefila le matin, je dois d'abord travailler mon mental. Est-ce que je crois en la capacité d'Hachem de me sauver? Est-ce que je crois en lui de m'envoyer la parnassa? Est-ce que je crois en tout ça? Puisque nos sages nous disent dans la Gemara que l'ouverture de la mer Rouge s'apparente aux 3 domaines les plus cruciaux de notre vie. Caché zivugan shel Adam kekriyat yam souf. Le couple, le zivug. Caché mesonotav shel Adam kekriyat yam souf. La parnassa. Caché nekavav shel Adam kekriyat yam souf. La santé. Ça veut dire, ces 3 domaines dans lesquels, en fait, s'il y en a un qui va pas, tu peux rien faire. Ça va te turlupiner, tu peux rien faire, tout va être bloqué si dans un des domaines, c'est bloqué. Alors, regardez à quel point on est touché dans ces 3 domaines, notamment par la guerre, la parnassa, tout le monde, enfin toute une partie a dû se réinventer, notamment ceux qui sont dans le tourisme, notamment ceux qui avaient l'habitude de faire des allers-retours, tout ça. Au niveau, et les milwinikim, c'est invraisemblable. Ce matin, je parlais avec la tante de mon mari qui est très, très, très investie, que Dieu la bénisse, pour plein de choses, et notamment pour les soldats et pour les blessés. Elle leur fait faire des voyages, elle s'occupe d'eux, elle ramasse de l'argent, elle est extraordinaire. Et elle me disait ce matin qu'elle s'occupe d'un blessé qui est éthiopien, et sa mère, donc c'est son grand, et en fait sa mère, elle a plein d'enfants derrière. Quand elle a été blessée, elle avait un bébé de 4 mois. Elle a arrêté de travailler pour être au chevet de son fils depuis 1 an. Ça veut dire son bébé de 4 mois ne connaît que l'hôpital. C'est son terrain de jeu. Et du coup, le père a arrêté de travailler pour aller s'occuper des enfants qui sont à la maison. Ah, waouh! Donc, il y a des domaines comme ça qui ont été pris de plein fouet. La parnassa, la santé, le zivug. D'accord? C'est vraiment les 3 choses les plus importantes dans lesquelles on va devoir tirer les leçons de l'ouverture de la mer Rouge. Maintenant, vient le roi Salomon et il t'en rajoute une couche. Il te dit, regarde. Alors lui, il t'en rajoute un 4e. Il te dit, il y a 4 domaines sur lesquels je n'ai absolument aucune vision, aucune recette. Je ne peux pas te dire ce qu'il faut faire. C'est quoi? Premièrement, c'est Derer Hanesher Bashamaim, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Je dis, tu les as mis où tes enfants à l'école? Écoute, je peux pas. Moi, mes enfants, ça leur convient très bien cette éducation. En plus, je suis tombée sur une bonne promo. La prof, il s'entend bien avec lui, mais est-ce que ça veut dire que c'est bon pour tous les enfants de mes copines? Mais absolument pas. On peut pas faire de copier-coller. Et j'espère bien. Et attends, t'as pris un soutien en maths pour tes enfants? Écoute, moi j'ai estimé que oui, c'était nécessaire, mais c'est pas pour autant que je te le conseille. Ah, j'ai entendu que ta fille, elle fait une crise d'ado et que du coup, t'as vachement lâché du lest et depuis, ça se passe très bien. Oui, mais moi, c'est moi. Mais c'est pas forcément que je dis. Peut-être que toi, ta fille, elle a besoin au contraire d'être recadrée. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de copier-coller. Deuxième domaine, c'est quoi? C'est le couple. Mais comment tu t'es prise, toi, pour qu'il te demande en mariage? Comment je m'ai prise? Je lui ai dit, c'est tout, que je veux qu'on se marie. Moi, je l'ai fait et depuis, il a très peur. Et en fait, du coup, il est reparti en arrière et il est stressé. Je peux pas faire de copier-coller. Comment t'as trouvé, toi, trouver ton khatan à ta fille? Je sais pas, j'étais à un mariage, pile là, j'ai rencontré une amie d'enfance qui m'a dit que truc. Mais est-ce que je peux faire un copier-coller de cette recette? Je peux pas. La parnassa. Ah, il paraît que tu as investi dans les bitcoins. Oui, mais d'accord, mais c'était il y a 10 ans et depuis, ça a pris une valeur de 1000 fois plus. Mais je peux pas te dire de faire ça maintenant. Je peux pas faire de copier-coller. Et la santé. Ah, c'est vrai que tu as une hernie. Et alors, quoi, le médecin, il t'a dit d'opérer? Tu crois que c'est ce que je dois faire? Écoute, moi, je l'ai fait. Je connaissais mes risques. Baruch Hashem, pour moi, ça a marché. Mais je peux pas te conseiller de faire la même chose que moi, de faire le copier-coller. Ça serait absolument irresponsable. Donc tu dis, c'est des domaines dans lesquels il y a des recettes, des ségoulottes. Et alors là, le roi Salomon, il te dit, non. En fait, c'est absolument comme l'ouverture de la mer Rouge. Quand la mer s'est ouverte,
elle s'est ouverte non pas en 2, mais elle s'est ouverte en 12. Un passage par tribu, mais c'est encore plus fort que ça. C'est écrit comme ça, que quand les Bnei Israël sont passés au travers de la mer qui s'est ouverte, chacun a eu le sentiment de dire ah, la mer, elle s'est ouverte pour moi. Ce khatan pour ma fille, mais c'était pour elle. Ce médecin que j'ai trouvé pour l'hernie, qui a trouvé qu'il y avait exactement la bonne chirurgie, la bonne technique, c'était pour moi. D'avoir investi dans les bitcoins il y a 15 ans, mais je sais pas, quand le type est venu m'a proposé ça, maintenant je revois le film, je me dis, mais Mina Shamaim, c'était pour moi. Chacun a eu le sentiment, il n'y a pas une route toute tracée. C'est ça ce que la paracha, elle te dit. Pourquoi? Parce que la vie, c'est une équation. Et dans cette équation, il y a une grande inconnue. Et cette inconnue, c'est qui? C'est toi. Donc, à chacune son équation. Tu ne peux pas faire un copier-coller. C'est ça ce que la paracha, déjà, elle te dit. D'accord? Donc, je comprends. Il n'y a pas de recette. Ok. Je comprends que même sans des croyances, que, effectivement, je peux avancer, même la prière ne peut pas marcher. D'accord? Ça, c'est les 2 enseignements qu'on a déjà tirés. 3e enseignement, je vais comprendre que sans les bonnes croyances, même l'action, elle va pas marcher. Où est-ce que je vois ça? Dans un enseignement que j'enseigne depuis 10 ans, et à chaque fois, je peux pas faire l'impasse sur cet enseignement parce qu'il est trop exceptionnel, il est trop incroyable. C'est quoi? Donc, je vous ai dit, il y a eu différentes factions autour de la mer. Un groupe qui a dit on prie, Dieu leur a dit Vatem Tacharishun. Ok? Il y en a eu d'autres qui ont dit on va faire la guerre, d'autres qui ont dit mais alors c'est pas grave, on va retrouver nos bourreaux, on repart en Égypte, on laisse tomber, tant pis, d'accord? C'est ceux qui désespèrent vite. Et il y a un 4e groupe qui a dit nous allons nous suicider. Oui. Regardez le Midrash Melchilta. Il y a un groupe qui a dit en fait on va se jeter à la mer. Non, on va se jeter. D'accord? Maintenant, je vous pose la question. Si ceux qui prévoyaient de se suicider étaient rentrés dans la mer, de la même manière que Narshon ben Aminadav, l'eau là, qui vient là jusqu'au nez, nanani, nanana, est-ce que la mer se serait ouverte pour eux? Réponse, non! Ils auraient été engloutis dans la mer. Tu dis, mais je comprends pas. Pourtant, la gestuelle est la même. Ouais, la gestuelle est la même. On aurait vu la même scène. Il y aurait eu la caméra, d'accord? Elle aurait vu exactement la même chose. Sauf que le scénario ne se serait pas passé pareil. Dans un cas, la mer s'ouvre. Dans un cas, il se jette. Alors, mais je comprends pas. Pourtant, l'action était la même. L'action était la même, oui, mais le mental était différent. Dans un cas, Narshon, il te dit, mais je visualise la noyade. Oui, mais j'y crois et j'avance. Et dans un cas, tu dis, bah non, j'ai désespéré. Donc, je mets en marche, en avance, ma défaite, mon suicide. D'accord? C'est quoi la différence? C'est comme des couples qui disent, écoute, voilà, on a vu le thérapeute que tu m'as conseillé. Non, la vérité, on l'a vu une fois, mais bon, ça n'a rien donné. Mais je n'ai pas compris, vous avez fait les exercices qu'il vous a donnés? Non, mais tu sais, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je dis, d'accord. Donc, pourquoi tu as été chez le thérapeute, en fait? Ah! Tu as été juste pour te prouver à toi-même que tu as essayé et que du coup, en fait, tu as tout essayé et du coup, ça ne marche pas. Pour te donner bonne conscience. Mais tu as compris que quand tu y allais et que tu avais un pied dedans, un pied dehors, la thérapie n'allait pas marcher. Ah, tu sais, j'ai envoyé tellement de CV sur LinkedIn, je sais pas, j'ai dû en envoyer 5 ou 6. 0 réponse. Mais quand tu les as envoyés, tu étais motivé? Tu y croyais? Non, je sais pas, personne ne m'a répondu. Après, j'ai été dans un truc de networking, mais bon, personne n'est venu me parler, quoi. T'y croyais ou t'y croyais pas? Donc là, en fait, tu viens de, te conforter que le chômage, c'est pour toi.
Donc, en fait, tu fais une démonstration que ton auto-sabotage, finalement, c'est pas de ta faute. C'est exactement ça la différence entre Narshon Ben Aminadav et les suicidaires. Dans un cas, tu vois, la caméra, elle te dit non, l'action, c'est la même. Mais vu que le mental n'est pas le même, dans un cas, ça marche, dans un cas, ça marche pas. Ah, tu sais, cet enfant, moi, non, écoute, j'ai été voir la psy. De toute façon, la psy, elle m'a dit que c'est fini, c'est foutu, faut que j'arrête. Pourquoi tu as trouvé la seule psy qui te fait des scénarios catastrophiques et qui te met ton fils dans une case de ADHD? Pourquoi? Il y en a tellement d'autres qui sont formidables, moi je peux t'en envoyer. Non, mais écoute, laisse tomber, laisse tomber. Et sur ça m'a rappelé ce matin quand j'ai préparé le cours, un film merveilleux que j'ai vu, un livre que aussi vous avez peut-être lu qui s'appelle Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Oui. Oh là là, mais quel chef-d'œuvre! Mais quel chef-d'œuvre, vous l'avez vu? Oh là 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 là. Alors déjà, il faut savoir que moi j'ai découvert que donc, alors l'histoire c'est quoi? Pour celles qui l'ont pas lu, vous l'avez toutes lu, j'ai l'impression, toutes vues. Ah, alors il faut aller le voir. Vraiment, c'est une leçon de vie exceptionnelle. Alors, on a dans ce livre, c'est un livre à la base, un petit garçon qui naît qui s'appelle Roland. Alors, j'ai découvert un peu plus tard que ce qui va être sa future femme était la cousine de ma maman. D'accord? Donc, on a... Ah, bah voilà. Je vous ai dit qu'on allait trouver un lien familial, vous et moi. Alors, Lydie, c'était donc... Voilà. Aléa Shalom, c'était donc la cousine de ma mère. En tout cas, ce Roland, puisque j'ai l'impression que vous êtes la seule dans toute cette assemblée qui ne l'a pas vu. Et je suis très contente, parce qu'au moins, du coup, je peux raconter l'histoire. Et ouais, j'ai pas eu... Ouais. Alors, il naît avec un pied beau. Et donc, à cette époque-là, qui dit pied beau, dit handicapé à vie. Et tous les pronostics, tous les diagnostics vont dans ce sens d'une manière absolument unanime, sans équivoque. Et on a donc Esther, la maman de Roland, qui ne croit absolument pas dans les diagnostics du médecin. Et dans le livre, il a écrit « Ma mère ne croyait pas à moins qu'un miracle en ce qui me concerne. » Et elle lui dit « Pchikoubalarigana, mais tu vas marcher. Pchikoubalarigana, mais tu vas courir. Pchikoubalarigana, mais tu auras une belle vie. » Maintenant, l'enfant, il est condamné. Je sais pas, condamné par les profs, par l'éducation nationale, par l'assistante sociale, par la société tout entière. Maintenant, c'est pas que la Esther, elle reste les bras croisés. Pas du tout. Elle matérialise son rêve. Elle se donne les moyens de réaliser son rêve. Et donc, elle n'accepte pas le diagnostic. Et malgré tous les obstacles infranchissables, elle reste persuadée que son fils marchera et deviendra un grand avocat. Et elle court de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste pour chercher les traitements adaptés. Quand elle trouve ce qu'elle pense être le traitement adapté, et encore, c'est même pas sûr, la condition, c'est qu'il reste 18 mois à l'IT et elle le garde à la maison et elle se donne tous les moyens possibles pour pouvoir réussir ce traitement. Et mais surtout, elle l'encourage. Elle lui ouvre la vie sur des perspectives positives et elle le protège des scénarios négatifs. Dès qu'il y a l'assistante sociale, ah non, mon fils, non. Surtout qu'il n'écoute pas les mauvais diagnostics des médecins. Et effectivement, à l'âge de 7 ans, je crois, donc Roland Pérez s'est mis à marcher et c'est un miracle pour toute la société entière, à tel point qu'elle a reçu un prix, une médaille de Jacques Chirac, voilà, de la mère la plus exceptionnelle au monde. Mais c'est pas une ouverture de la mer Rouge, ça. C'est pas genre la femme qui est face à un obstacle infranchissable, genre t'as à droite, à gauche, devant, derrière, ton dit c'est mort, mais tu peux pas, mais comment tu veux qu'il marche, mais c'est un pied beau, mais c'est handicap à vie. Et elle qui te dit, mais je t'explique, moi, je crois à un miracle pour mon fils et je vais me donner les moyens d'y arriver. C'est pas genre, je le fais parce que pour me donner bonne conscience. Ah mais non, quand je le fais, j'y crois. J'y crois tellement que finalement, et d'ailleurs, qui c'est qui va le guérir?
c'est même pas un médecin, c'est la femme d'un ancien médecin qui a vu son mari opérer. Mais c'est absolument exceptionnel. Non, mais c'est une leçon. Moi, je sais pas. J'ai ri, j'ai pleuré. J'ai ri, j'ai pleuré. J'ai ri, j'ai pleuré pendant 1h30. Voilà. Et donc, ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, donc, on se retrouve face à cette mère. Et avant qu'il y ait ce Narshon qui finalement nous ouvre la voie. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui nous ouvrent la voie. On n'a pas le mental en acier pour tout, dans tous les domaines. C'est pas possible. Mais il y a des gens, parfois, qui te prouvent que c'est possible. J'ai pensé, donc je vous ai ramené le livre sur Nathalie Benchetrit. Du coup, je ne sais pas si on aura assez pour tout le monde. En tout cas, je l'ai ramené pour celles qui veulent l'acheter à la fin du cours. Et une des histoires, une anecdote qu'une des femmes a racontée, c'était qu'elle voulait absolument être naturopathe, mais elle avait des enfants à la maison, c'était compliqué en termes de temps, en termes d'argent, etc. Et quand elle a vu que Nathalie Benchetrit, à l'âge de 50 ans, elle s'est inscrite à une formation alors qu'elle avait, Dieu bénisse, une grande ribambelle d'enfants et un mari qui est très absent, et bref, tout ce que vous pouvez imaginer que vous allez découvrir dans le livre, et qu'elle a repris ses études pour être naturopathe, ben, ça, c'est une Narshon Ben Aminadav pour les autres. Et en fait, on en a plein des Narshon Ben Aminadav. Et elle s'est dit, mais si elle l'a fait, ben en fait, je peux le faire. Il faut savoir s'entourer des Narshon Ben Aminadav. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on n'a pas forcément le mental en acier. Mais tu dis, mais attends, c'est marrant, elle a réussi, mais si elle a réussi, peut-être que je peux le faire. Et c'est ça ce qu'il leur montre. Maintenant, juste avant, il y a quelque chose de surprenant qui va se passer. Ils sont là, comme je vous ai dit, c'est la panique. Il faut essayer de lire cette paracha sans connaître la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment essayer de s'imaginer. Ok. Et donc, ils sont donc dans une situation encerclée de toutes parts. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Moshe? Et là, on va avoir une clé extraordinaire pour travailler notre mental, nos émunot et notre émouna. Nos croyances et notre croyance. Il va leur dire comme ça. Mais je comprends pas, Moshe, pourquoi tu nous as amenés ici? En gvarim b'Mitzraim, la kartad otanu, la moud b'amidbar. Dis-moi, Moshe, pourquoi tu nous as amenés ici? Ah, il n'y avait pas de place dans les tombes funéraires là-bas en Égypte, c'est pour ça que tu nous as amenés ici, ça va être notre fosse commune? Blague. Pourquoi blague? Eh bien, c'est Rav Shimshon Refaeli Hirsch qui vient et qui dit, donc il prend ce passouk et il dit, à itbatrout azot, cet aspect blagueur, à filou be'et harada, même dans un instant de stress, ve'iouch et de désespoir, à mukim beyoter, tu peux imaginer pas un désespoir plus grand que ça, hi siman lichush ha'umor, truna ofianit shel shevet Yaakov. Waouh! Tu te dis, tu vois, le juif, même dans une situation les plus inextricables, les plus désespérantes, les plus angoissantes, il est capable d'avoir du sens de l'humour. Et ça, c'est la particularité du juif, qui descend de Yaakov, mais surtout qui descend de Yitzhak. On est quand même Bnei Yitzhak, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On est quand même les fils du rieur. À ce point-là, alors c'est vrai que chaque culture, elle avait ses blagues. D'accord? Il y avait les blagues juives, yiddish, machin. Les blagues judéo-arabes. Laurie, j'ai un grand problème avec les blagues judéo-arabes. Pourquoi la chute est toujours en arabe? Mais pourquoi? Vous n'avez pas eu ces scènes quand vous étiez petite? Vous êtes là à table, et il y a une histoire, alors c'est le tailleur qui rencontre la couturière, nananina, et toi t'es là, t'écoutes, et à la fin, la chute c'est en arabe. Et quand tu dis, mais tu sais, ça veut dire quoi? Tu peux pas comprendre, laisse tomber. En tout cas, des juifs de toutes les cultures ont toujours eu ce côté ophiani, comme il dit le Rav Shimshon Refaeli Hirsch, très caractéristique du juif, c'est l'humour. Et c'est ça, en fait, ce qui arrive à nous extirper des situations les plus pessimistes. Pourquoi? Vient le Or Achaim Akadosh. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tu sais pourquoi les Juifs sont très forts en humour? Parce qu'en fait, ils sont très forts en émouna. Je m'explique.
Une blague, c'est quoi? Une blague, ça consiste à ne pas prendre les choses au premier degré. Par exemple, tu vas raconter une blague. Alors, Orly, je te raconte une blague. Je te dis, voilà, c'est un juif, un arabe et un chinois qui sont sur un bateau. Et là, tu me dis, mais alors, je comprends pas, du coup, comment ils sont trouvés sur le bateau? En quelle langue ils parlent, du coup? Mais tu sais que le chinois, quand il parle en anglais, on comprend rien. Je dis, c'était une blague, c'est pas à prendre au premier degré. D'accord? Eh bien, la émouna, c'est pareil. La émouna consiste à voir le monde, pas au premier degré, mais au deuxième degré. Exemple, je suis dans ma voiture, je vais à un rendez-vous très important. Et là, bam, le camion de poubelle. Alors, je peux soit me dire, ouais, j'en ai marre, mais pourquoi ils font les poubelles en plein milieu, l'après-midi, ou quand les gens sont pressés pour partir au travail, d'accord, dans ma voiture. Ou alors, je vois ça au second degré. Hachem, bonne blague. Parce que tu sais que c'est l'entretien de ma life. Tu sais que ce matin, je suis partie à l'heure pour pouvoir aller à cet entretien. Et là, tu me fais la blague. Tu m'envoies le camion de poubelle. Vous avez compris? C'est premier ou deuxième degré, en fait. Et ce deuxième degré-là, il est lié à l'humour et il est lié à la émouna. D'accord? Et donc, c'est ça, en fait, ce qui te dit Narcha. Mais en fait, les filles, je suis désolée, je ne peux pas, vraiment. Et c'est ça, en fait, l'humour de juif. Il y a écrit que quand tu auras Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? Aziemale, c'est Chokpinu. On va rigoler, on va mourir de rire. On va dire, mais c'est quoi cette blague? Nous, on croyait que Trump, on croyait que Nasrallah, on croyait que ça, on croyait que truc. Et en fait, tout ça, c'était pour nous guider vers quoi? Vers la Géoula. C'est ça la grande blague de l'histoire. Et toutes les nations qui se sont moquées de nous, on leur dira, il rira bien qui rira le dernier. C'est ça, Aziemale, c'est Chokpinu. On va rire à la fin. Parce que le masque du monde va tomber. Vous avez compris, ça y est, on ne prendra plus les choses au premier degré. On va voir que tout ça, c'était pour nous amener vers la Géoula qu'on a tant attendue. D'accord? Et donc, quand tu te retrouves face à une situation où tu te dis, mais statistiquement, c'est complètement fou ce qui se passe. Alors, parfois, c'est pour des choses statistiquement où tu te dis, mais c'est fou qu'Hachem me fasse ça. Je comprends pas cette copine. Elle est jolie, elle est gentille, elle est super, elle a un job de rêve. Mais pourquoi elle n'a pas un khatan? Je comprends pas. C'est une blague, Hachem, c'est une blague. Ouh, occupe-toi d'elle, c'est une blague. Ça va pas, ça marche pas. Des fois, c'est à l'envers. Des fois, tu te dis, attends, il y avait zéro chance que ça marche. Ce plouc-là, Mr Bean que j'ai rencontré en rendez-vous, lui, c'est devenu mon mari. C'est absolument hallucinant. Et tu rigoles. Parce que c'est le rire de la Emouna, parce que c'est Hachem. Je vous ai dit, c'est un grand blagueur, Hachem. Tu te dis, mais regarde ce qui va se passer. Laisse-toi prendre par la magie de l'humour d'Hachem. Moi, j'ai eu un truc comme ça quand j'étais étudiante. J'avais passé mes concours pour HEC. Bon, à la base, j'étais pas mauvaise en maths, mais mon écrit, je l'ai foiré, mais je sais pas comment vous expliquer. Je suis sortie en pleurs. Des fautes du début à la fin. Je demande aux gens, mais qu'est-ce que t'as mis? Et je me rends compte qu'ils ont tous mis la même chose et qu'ils avaient raison et pas moi. 3 semaines à pleurer en me disant, mais je vais jamais avoir mon concours. Et là, le jour des entretiens, des résultats, je ne veux même pas voir. Je me dis, je vais avoir 2, 3. Je clique, 20 sur 20. Je vous assure que c'est pas moi. Je vous le dis, jusqu'à maintenant, c'est pas moi. C'est la blague. C'est une blague. C'est ça l'humour et c'est ça la Emouna. Donc, qu'est-ce qu'il te dit, Narshon? Il te dit, mais regarde, je vais pas attendre des recettes, moi. J'ai compris qu'en fait, le monde, c'est une grande énigme. Où en fait, le scénario, il est fait pour toi. Pour que tu te poses la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Pas c'est à cause de lui, c'est à cause de elle, c'est à cause de trucs. Qu'est-ce que moi, je dois faire face à cette mise en scène que Akadosh Baruch Hu me propose? Vous avez compris? Et donc, c'est ça ce qu'il te dit, Narshon. Il te dit, arrête de tergiverser. Tu sais, il y a des moments où, quand il faut y aller, il faut y aller. Et sur ça, j'aimerais
vous expliquer c'est quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Narshon? Ok. Narshon, il se dit, on n'est pas venu ici pour mourir dans le désert. Que ce soit bien clair. On est là pour aller en Israël. Maintenant, quand je vois la mer qui se dresse devant moi, eh bien, il s'agit d'une contingence technique, un obstacle technique, mais face à quoi? À mon Ya'ad. C'est quoi mon Ya'ad? Mon Ya'ad, c'est ma cible, c'est là où je dois aller, c'est mon projet. Avec le mental puissant, les contingences techniques, elles se plient devant le mental de l'homme. Et ça, c'est la grande leçon de la mer Rouge. Et je vais vous donner un exemple. Très simple, très facile à comprendre. Une fille m'appelle et me dit « Je veux être madrichat kala », donc préparer les futurs mariés au mariage. Et elle me dit au téléphone « Mais j'ai un dilemme ». Je dis « C'est quoi ton dilemme ?» Elle me dit « Je veux faire cette formation. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est un peu cher. Et surtout, ça demande du temps. Ça demande d'être disponible le soir. Moi, le soir, je suis fatiguée. Donc, c'est très compliqué. » Je lui dis « Alors, ça ne s'appelle pas un dilemme. » Il me dit « Comment ça s'appelle pas un dilemme ?» Je dis « Non, un dilemme, c'est entre deux ya'ad. Tu sais, je vais être madrichat kala, mais j'aimerais aussi être prof de Kodesh. Donc, je sais pas quoi faire. J'hésite entre deux ya'ad. Mais là, il n'y a pas de dilemme. Pourquoi? Parce que ton ya'ad, c'est quoi? Tu veux être madrichat kala? Il me dit oui, je veux. Je lui dis mais alors, tout le reste, ça va s'arranger. L'argent, le temps et les forces. Ce que d'ailleurs Nathalie Benchetrit appelait les chishuvim. Elle appelait ça le yad et les chishuvim. Si toi, tu as un ratson qui est fort, tu as une volonté qui est forte, tu dis c'est ça que je veux réellement, alors ton ratson, ta volonté devient tsinor. Tsinor, c'est un tuyau. Un tuyau à travers lequel Hachem veut envoyer les forces, le temps et l'argent. Hamoud, c'est qui? Je l'adore. Et si j'ai le ratson, alors je rate, je cours. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, je dis, mais il n'y a pas de dilemme dans l'histoire. Tu veux vraiment ça? Elle me dit, oui. Je fais, bah alors, où est ta émouna? Où est ta croyance? Hachem, il va t'aider. Elle me dit, mais j'avais jamais vu les choses comme ça. Je dis, non, parce qu'en fait, tu as compris qu'il n'y a pas de dilemme. Il y a écrit dans la Gemara, Bederer chez Adam rotzel alechet, molechim oto milemala. Là où tu veux aller, Hachem, il va t'envoyer des émissaires pour t'y conduire. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fait, Narshon, il vient nous donner une nouvelle forme de croyance, où en fait, les contingences techniques, ben en fait, c'est comme une blague. C'est à prendre au second degré. Et en fait, ça peut se plier devant quoi? Devant la volonté de l'homme. Vous savez, j'ai exactement ça avec le livre de Nathalie Benchetrit. Il y a 1 an, quand sa belle-fille m'a appelée pour me dire, voilà, j'aimerais faire un livre sur ma belle-mère, etc. Alors, je lui ai dit, bah écoute, j'ai pas trop de temps pour t'aider, te conseiller, mais on va trouver le temps. Je lui ai donné un rendez-vous téléphonique et au début, j'ai commencé juste un petit peu à la driver. Je lui ai dit, voilà, tu peux prendre telle structure, t'inspirer de ça, de ci, de ça. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle me raconte les anecdotes et les témoignages et tout sur sa belle-mère, je dis, mais c'est incroyable, mais j'adore cette femme, mais c'est génial, mais elle était incroyable, mais c'est inédit, je connaissais pas du tout cette manière de vivre la Torah. Et à un moment, je lui dis, bah, tu sais quoi? Eh ben, je pense que je peux l'écrire, le livre. Je lui dis, j'ai pas le temps. Vraiment, je regarde mon planning, je n'ai pas le temps. Surtout qu'il y avait une deadline, il voulait que ça sorte pour la Haskara, donc il fallait 1 an pour tout boucler. C'est rien pour un livre. Je lui dis, j'ai pas le temps, mais je sais que devant le Ratson, en davar omed moula Ratson, il n'y a rien qui se dresse devant la volonté. Et effectivement, trouver du temps à droite, à gauche, à ceci, à cela, tatati tatata. Le jour de la Haskara, le livre, il est sorti. C'est la force du Ratson. Le reste, c'est des contingences.
Et les contingences, nous, on croit qu'elles sont stables comme la mer. Mais elles sont mobiles. Elles sont flexibles. Ne crois pas, c'est Hachem qui se cache derrière tout ça. Et d'ailleurs, au début, la mer, elle voulait pas s'ouvrir. Elle voulait pas s'ouvrir. Elle a dit, mais Dieu, moi, je m'ouvre pas. Toi, tu m'as dit de rester horizontale. Moi, je fais l'ordre que tu m'as donné. C'est vrai, le temps, il n'est pas extensible. La parnassa, elle n'est pas extensible. Les forces, elles sont pas extensibles. Tu dis, attends, moi, il y a des lois de la nature. Qu'est-ce qu'il dit Dieu dans le Midrash? Il dit à la mer, ouvre-toi parce que mes enfants veulent avancer. Il est prêt à renverser la nature. Pourquoi? Parce que toi, tu vas avancer. Toi, cette fameuse inconnue dans l'incoation, tu dis, mais je suis perdue, mais je sais pas où je vais me noyer, tatati, tatata. Tu te dis, mais non, moi, j'ai ordonné à la mer de se fendre pour toi. Parce que j'ai vu que tu étais motivée. J'ai vu que tu avais du ratson. Et regardez, qu'est-ce qui va se passer juste après, dans la paracha? Juste après, alors qu'on a ouvert la mer. Juste après, il arrive qui? Arrive Amalek. Amalek, c'est qui? C'est celui qui veut te saper tes projets. C'est celui qui veut que tu n'avances pas. C'est celui qui veut que tu fasses du surplace. C'est celui qui veut que tu sois dans une dynamique d'autodestruction. Mais de quel droit il arrive, Amalek? Où il arrive? Mais regardez le texte. Amalek survint et attaqua Israël à Réphidim. Mais c'est quoi le passouk d'avant? Ah, le passouk d'avant, c'est... Ah, mais on ne sait pas si Hachem est avec nous ou non. Voilà ce qui te met le doute. Ah, mais je ne sais pas si Hachem, il veut que je... Je n'ai pas compris. Hachem, il ne veut pas que tu sois madrichat kala? Ah, bah, scoop. Il y a eu aussi une conversation comme ça une fois avec une femme qui, avec son mari qui faisait du kirouv. Et comme j'habitais donc déjà du kirouv, c'est rapproche les gens de la Torah. Et il faisait déjà beaucoup de choses sur Tel Aviv, mais il faisait des allers-retours sur Jérusalem tout le temps. Et un jour, c'était avant le corona, elle m'appelle, elle me dit, on envisage de s'installer à Tel Aviv, mais c'est extrêmement cher, c'est très compliqué d'y vivre, et ce qui se passe dans la rue, et les écoles, et tout ça. Et je lui ai dit cette phrase, je lui ai dit, mais Hachem, il est tellement fier de ce que vous faites déjà, qu'il va vous ouvrir les portes. J'en ai aucun doute. C'est quoi le Yahad et c'est quoi les Chishuvim? Mais les Chishuvim, les contingences, elles vont se plier en fonction de combien le Ratson, il est fort. Et combien moi je crois que Hachem, il est avec moi et combien je crois que lui aussi veut que ce projet se réalise. Elle était très étonnée par ma réponse. Vous savez, moi, celles qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un de très rationnel de manière générale. D'accord? Mais sur ça, Baruch Hachem, j'ai le bitachon. Sur d'autres choses, j'ai peut-être moins de bitachon, mais sur ça, j'ai zéro doute. Elle m'appelle le lendemain, elle m'a dit, écoute, on a trouvé un appartement, mais je comprends même pas comment... elle m'a dit, je savais même pas que des choses comme ça pouvaient exister à Tel Aviv. Un truc en rez-de-chaussée, jardin, une entrée qui rentre, qui sort pour faire leurs activités de kirou, un truc incroyable, à 5 minutes de là où ils avaient leur synagogue. Et Baruch Hashem, le propriétaire, il leur a fait un prix, parce que, je sais pas, accessible en tout cas. Mais, je vous dis ça, mais moi, ça m'est arrivé aussi il y a 12 ans, quand on a monté notre premier centre communautaire à Tel Aviv. Donc, il y a 12 ans, il n'y avait absolument rien pour les Français à Tel Aviv. Un Bet Rabat près de la mer, mais les gens commençaient à s'installer en dehors de rue Ben Yehuda, tout ça. Et donc, mon mari et moi, on s'est dit, il faut vraiment quelque chose pour les Français. Ah, il faut vraiment. On voit que dans la rue, il y a quelque chose qui est alloué. Je monte par hasard, je suis la première, je vois un loft immense. Non, un loft, ça n'existe pas, déjà. Et un loft, c'était pile ce qu'il nous fallait. Je prends contact avec donc le propriétaire, je lui dis, on est intéressés. Et il me dit, ah d'accord, c'est pourquoi? Et moi, je suis très mal à l'aise. Je me dis, si je lui dis qu'on va faire un centre communautaire, il va me jeter. Alors au début, je ne sais pas encore ce qu'on va en faire. Et à un moment, ça avance et tout, les négociations. Et là, on se dit, mais on est obligé de lui dire. Alors, il dit, mais alors, vous allez venir habiter ici avec votre famille? Et là, Marie dit, non, il faut qu'on lui dise. Même si on va se faire jeter, laisse tomber. On lui dit, c'est pas grave, on aura essayé. Et on lui dit, bah en fait, voilà, on voudrait faire un centre communautaire avec des jeunes qui vont venir pour les repas de Shabbat, tatati, tatata. Et on se dit, mais ça y est, c'est mort, il va nous tège. Et là,
Donc le monsieur, sans qu'il passe, hein, il fait « Ah, mais c'est très bien !» Parce qu'il parlait français, il était égyptien. « C'est très bien, vous allez faire ici Shacharit, Mincha et Arvit. » À Tel Aviv. Et là, on dit « Ok, banco, on le prend. » Et je me souviendrai toute ma vie de ce vendredi où j'ai signé 12 chèques d'un loyer qui était supérieur à mon salaire. Et je regarde mon mari, je fais « T'es sûr ?» Il me dit « Il y a besoin, il n'y a pas besoin ?» Ouais, j'ai compris, il y a besoin, mais pourquoi il faut que ce soit nous? Le tsinor! À ce moment-là, t'es le tuyau, tu poses pas les questions, t'avances. Pourquoi? Parce que t'as le ratson. Parce que ton ratson, tu sais qu'il est aligné avec le ratson du créateur. Tu dis, attends, Hachem, il est contre le projet, j'ai pas compris. Il veut ou il veut pas? Bah oui, il veut. Et toi, tu veux? Bah oui, je veux. Alors c'est bon. Et on savait pas où on allait. Et Baruch Hachem, les choses se sont mises en place. Mais à l'époque, tu me dis où tu vas? Alors je sais pas. Je suis comme les Israël dans la mer. T'avances, mais alors, lieu de destination, Waze, inconnu. Inconnu. C'est la force du ratson. C'est la force du ratson. Et je vais vous dire, dans la vie, il y a des occasions à saisir. Il y a des occasions à saisir. Une fois, j'ai entendu une histoire d'un Shlomo Ben Dahan. Shlomo Ben Dahan, il était responsable à l'agence juive en Israël de l'Aliyah des gens du Maroc. À l'époque, dans les années 50, c'était interdit pour les Juifs de quitter le Maroc. Et lui, il faisait des aliotes de groupe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait contact secret avec les responsables du Mela. Il arrivait, il synchronisait. Et en fait, ils arrivaient dans la nuit. Les gens avaient préparé leurs affaires, leurs valises, leurs trucs. Et paf, ils partaient d'un coup sur le bateau de Shalom Ben Dahan. Et donc, ce Shalom Ben Dahan raconte qu'un jour, il navigue dans la nuit, mais il navigue mal. Il arrive à port, sur le port, mais il se rend compte que c'est pas la ville avec laquelle il avait synchronisé la Aliyah. Et il est là, il est 4 heures du matin, il se dit, regarde, soit je fais demi-tour, soit je vais regarder peut-être qu'il y a des Juifs là où on est arrivé. Il descend du bateau, tape aux portes, dit, où est-ce qu'il y a une synagogue? Ah, il est là-bas. Ah, ok, il y va. Où est-ce qu'il est le rabbin? Où est-ce qu'il est le responsable communautaire? Il arrive et il dit... voilà, je viens d'Israël, je fais partie de l'agence juive. Ceux qui veulent, si vous voulez, on part pour faire l'Aliyah dans 2 heures. Partir un jour sans retour. Et les gens commençaient à se réveiller et tout. Alors au début, ils croyaient que c'était une blague, justement, humour et mouna. Je dis, mais attends, c'est une blague. Je sais pas s'ils comprennent que non, Shalom Ben Dahan, c'est vraiment responsable de l'agence juive. Et vraiment, le bateau part dans 2 heures. Et vraiment, pour celui qui veut, il y a une proposition de monter dessus. Et effectivement, il y a des dizaines de familles qui sont montées sur le bateau. Mais comme les Juifs en Égypte, avec quoi? Ils ont dû prendre des biscuits du four, et du biscoutou, et je sais pas. Et ils sont montés sur le bateau. Ça veut dire, Narsham, il te dit, tu sais, les occasions où la mer peut s'ouvrir, c'est pas forcément tous les jours, c'est pas quand tu veux. Il y a des moments où Hachem va t'ouvrir la voie. Il y a des moments où il y aura une opportunité. Et à ce moment-là, quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que nos Bnei Israël vont traverser la mer. Ils vont chanter la Shira. Je vous rappelle qu'on a quand même un jour de Yom Tov entier, le 7e jour de Pessah, qui est consacré à quoi? À tout cet épisode-là. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faut un Yom Tov pour intégrer cette nouvelle forme de Emouna. C'est une nouvelle forme de Emouna. D'ailleurs, nous, on est les Ivrim, on est les Hébreux. Pourquoi? Alors oui, parce qu'on descend de Avram à Ivri, mais parce que Avarnu et Ayam, parce qu'on a passé la mer Rouge. Vous savez que vous êtes un peuple spécial. Vous savez que vous êtes des individus exceptionnels. Vous savez que Hachem s'occupe de vous en mode VIP. Vous savez que Hachem, il fait tomber toutes les contingences techniques devant votre volonté. Vous savez tout ça? Ils arrivent, ils traversent la mer. Et là, qu'est-ce qui tombe? La manne. La manne, c'est quoi? C'est un aliment exceptionnel que j'aimerais beaucoup avoir, en plus du Thermomix. La pâte, avec le ratson, justement, avec ta volonté, tu dis ça a un goût de sushi, c'est un goût de sushi, tu dis ça a un goût de biscoutou, c'est un goût de biscoutou, c'est la folie, quoi.
Moi, j'aimerais bien avoir Voltman. En tout cas, c'est quoi cette manne? Eh bien, c'est Dieu qui va leur donner, c'est les Bnei Israël qui vont leur donner ce nom de la manne. Pourquoi? Parce qu'ils voient cette chose étrange et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Manhu. Manhu, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, du qu'est-ce que c'est, j'ai envie de dire, on en mange tous les jours. Parce que le 7 octobre, c'était du qu'est-ce que c'est. Un licenciement, c'est du qu'est-ce que c'est. Une rupture, c'est du qu'est-ce que c'est. Une crise d'ado, c'est du qu'est-ce que c'est. C'est du qu'est-ce que c'est, ouais. Et manhu, quand tu le transformes, tu trouves quoi? Emouna. Ouman aussi. Ouais, je sais, à chaque fois on me l'a fait. À chaque fois on me l'a fait. Naron. Parce que tout ça, c'est lié en fait. Ouman, c'est l'artiste. Pourquoi l'artiste, il voit pas les choses au premier degré? Il te dit, ah, mais avec ça, tu peux faire une œuvre d'art. Tu dis, non, mais c'est juste des concombres, qu'est-ce que t'as dit? Mais non, on peut faire un truc magnifique. Ouman et Mouna, c'est voir au second degré. Exactement comme l'humour, c'est la même chose. Donc, dans la vie, on t'envoie du qu'est-ce que c'est. Pourquoi? Parce que si on n'envoie pas du qu'est-ce que c'est, alors on croit qu'on est autosuffisant et que tout avance normalement, que tout est cool et on ne lève plus les yeux vers le ciel. Donc Hachem, de temps en temps, il t'envoie du qu'est-ce que c'est. Et il te dit, maintenant, à toi de jouer, de transformer ce qu'est-ce que c'est en Emouna. Comment tu transformes ce qu'est-ce que c'est en Emouna? Eh bien, tu regardes le monde comme une grande énigme, comme une mise en scène du Créateur. Et où même les contingences techniques, elles sont en fait absolument entre ses mains. Et que devant ta volonté, Hachem, il peut les faire disparaître. Et il te demande, Hachem, comment tu transformes ton manhu, ton qu'est-ce que c'est en Emouna, en te posant la question, qu'est-ce que Hachem attend de moi maintenant? Hachem, il attend de toi que tu travailles ton bitachon, ta confiance en lui. Ton bitachon, c'est ta confiance en toi-même. Ton bitachon, c'est ta confiance en la vie. D'accord? C'est-à-dire que tout ce que cette paracha nous dit, c'est de reconfigurer notre vision des choses. Premièrement, je suis capable. Deuxièmement, Hachem est avec moi. Pas est-ce qu'il est avec moi, mais là, c'est là qu'Amalek, il arrive et qu'il te sabote tout. Deuxièmement, Hachem est avec moi. Troisièmement, devant la volonté, tout peut s'écraser. Quatrièmement, même ce qui semble le plus inextricable peut ouvrir la voie vers le meilleur des futurs. Ça, c'est les leçons de la mer Rouge. D'accord? Et donc, il faut changer notre perception des choses. Se dire, mais c'est quoi? Vous savez, des fois, on se retrouve dans des conversations où on trouve tout nul. Ouais, t'as vu cette génération? Non, mais t'as vu, c'est une catastrophe. Non, mais en plus, avec les réseaux sociaux. Non, mais en plus, il y a ça. Non, mais en plus, t'as vu comment l'inflation? Non, mais Wouh! Souvenez-vous, tout ça, c'est Hachem. C'est un scénario. Tu dis, mais j'ai pas compris, la génération TikTok. C'est aussi ceux qui sont partis le 7 octobre pour défendre nos kibbutzim et défendre notre pays. C'est aussi eux, nos Narshon Ben Aminadav. C'est aussi eux qui nous ont montré la voie. Retravailler notre configuration de vie pour être plus optimiste, plus croyante. Et Baruch Hashem, on est en train de voir aussi que, je sais pas, j'ai l'impression que tout est en train de tomber là. Le Hezbollah, le Hamas, tous les Hutt sont en train de tomber. On espère bientôt Khomeini. Voilà. Et tu te dis, mais je sais pas, j'ai l'impression que devant son Ratson qu'on a depuis 2 ans et demi, qu'on a tellement travaillé, que ce soit pour aller chercher des Khatoufim, que ce soit pour ceux qui ont envoyé de l'argent, que ce soit pour ceux qui ont été faire du volontariat, que ce soit comme toi et ta maman qui ont cuisiné pendant des mois et des mois sans arrêt. Regardez tout le ratson qu'on a travaillé et qu'on a créé. On a créé du ratson et en fait, on a créé des tzinorot. Des tzinorot, c'est des tuyaux à travers lesquels toutes les forces divines descendent pour éliminer toutes les mauvaises choses, éliminer tous les obstacles et nous permettre de franchir l'infranchissable. D'accord? Alors, je vous donne des devoirs.
Premièrement, prenez un domaine dans lequel vous avez l'impression que vous êtes bloqué et décidez d'avancer. Travaillez votre mental. Et même avant la prière du matin, travaillez votre mental. Tu dis, ma prière, elle sera propulsée par quoi? Par mon mental. Deuxièmement, quand vous entreprenez des démarches, croyez-y. Parce que je vous ai dit, sans cette croyance, la démarche est vouée à l'échec. Plus on va croire dans cette démarche, plus la démarche a des chances d'y arriver. Troisièmement, comprenez que votre chemin est personnel. On aimerait bien avoir des recettes. On aimerait bien avoir des copier-coller, on aimerait bien avoir des formules magiques, mais le chemin, il est propre à chacun. Quatrièmement, quand vous êtes en galère, dis-toi, c'est un décor, c'est une histoire drôle. Hachem, il veut que je travaille sur quelque chose, mais il peut faire disparaître le camion de poubelle en une seconde, il peut faire disparaître tout ce qui est en face de moi en quelques secondes. Cinquièmement, quand vous vous posez les questions sur faire un choix, écoutez bien. Faites la différence toujours entre le Ya'ad et les Chishuvim, entre quel est mon but, quel est mon Ratson et quelles sont les contingences. Et je vous assure que quand vous faites ce tri, alors d'une manière absolument remarquable, les contingences s'annulent par elles-mêmes. Et enfin, quand vous arrivez à un qu'est-ce que c'est, Manhu, eh bien transforme-le en Emouna en vous demandant quelle est la bonne chose à faire. Et bien la bonne chose à faire, c'est quoi? C'est d'avancer avec le Bitachon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Quand on parle de Ratson, Anouk, tu parles.